Ils disent les personnes les plus silencieuses abritent les tempêtes les plus bruyantes. Ethan Caldwell pensait qu'il était le roi du monde. Il avait l'empire tech florissant, les millions à la banque, et la maîtresse secrète, il pensait personne ne savait à propos. Mais quand il a marché à travers sa porte d'entrée après une nuit de trahison, il n'a pas trouvé une dispute hurlante. Il a trouvé le silence. Sa femme, Sarah, n'avait pas juste parti. Elle avait disparu dans l'air mince, laissant derrière une seule enveloppe qui ferait s'effondrer son monde entier. Ceci n'est pas juste une histoire à propos de tricherie, c'est une masterclass en vengeance. Vous ne croirez pas ce que Sarah cachait tout le temps. Le soleil était déjà haut sur la ligne d'horizon de Sato, coupant à travers les stores de l'appartement terrasse comme un laser. Ethan Caldwell a gémi, protégeant ses yeux alors qu'il s'asseyait. Le mal de tête était immédiat, un battement aigu et rythmé derrière ses tempes qui avait le goût de scotch cher et de regret. À côté de lui, les draps ont bougé. Jamie, ses cheveux blonds étalés sur les oreillers, a murmuré quelque chose d'inintelligible et s'est retourné. Ethan l'a regardé et pour la première fois en 6 mois, la vue n'a pas apporté un frisson d'excitation illicite. Elle a apporté une vague de nausée et vérifié sa Rolex sur la table de nuit. 10h30 du matin. Bon sang, il a sifflé, se précipitant hors du lit. Il avait une réunion du conseil à midi. Il était supposé être à sa maison conjugale à Bellevue il y a 2 heures pour changer son costume. Partant si tôt, Jamie a ronronné, se redressant sur un coude. Elle n'avait pas l'air inquiète. Elle n'a jamais eu l'air inquiète. Elle était la nouvelle VP du marketing chez Caldwell Tech et elle savait exactement qui tenait les rênes. « Je dois rentrer à la maison, Jess. Sarah pense que j'étais à une conférence à Portland. »« Je dois jouer le rôle, » Ethan a murmuré, boutonnant sa chemise avec des mains tremblantes. « Sarah, » Jamie a ricané, roulant des yeux. La souris. « Quand vas-tu lui dire, Ethan? Tu m'as promis pour Noël. Je le ferai, juste. Pas aujourd'hui. » Ethan a attrapé sa veste et a pratiquement couru hors de la porte. Le trajet vers Bellevue était un flou d'anxiété. Il a répété ses mensonges dans le rétroviseur. Le vol était retardé. Le trafic était un cauchemar. Mon téléphone est mort. Le script habituel. Sarah ne le questionnait jamais de toute façon. Elle était la femme parfaite, dévouée, calme, de soutien et franchement ennuyeuse. Elle gardait la maison propre, organisait les dîners et n'a jamais demandé pourquoi il sentait le parfum de femme ou pourquoi il travaillait tard si souvent. Il a tiré son Aston Martin dans l'allée du vaste domaine sur Oak Creek Drive. C'était une belle maison, un témoignage de son succès, mais aujourd'hui elle se sentait imposante. Il a déverrouillé la porte d'entrée. « Sarah, chérie, je suis à la maison !» il a crié, mettant sa meilleure voix de mari épuisé. Silence. Habituellement, l'odeur de café en préparation ou de pâtisserie fraîche le saluait. Sarah était une boulangère de stress, mais l'air était vicié, froid. Sarah. Il a marché dans la cuisine. Les comptoirs brillaient, essuyés jusqu'à un éclat stérile. Il n'y avait pas de vaisselle dans l'égouttoir, pas de courrier sur l'îlot. Il a froncé les sourcils et a monté le grand escalier jusqu'à la chambre principale. La porte était ouverte, le lit était fait avec une précision militaire, les oreillers décoratifs arrangés parfaitement. « Sarah, es-tu dans la salle de bain? » Il a poussé la porte de la salle de bain ouverte. Vide. Pas de serviettes sur le sol. Pas de gamme de produits de soins de la peau sur la coiffeuse. Un vide froid s'est formé dans son estomac. Il s'est tourné vers le dressing qu'il avait fait construire sur mesure pour elle l'année dernière comme cadeau d'anniversaire pour apaiser sa culpabilité. Il a jeté les portes ouvertes. Il a haleté. C'était vide. Pas juste désordonné. Vide. Les portants où ses robes de créateur pendaient étaient en fil nu. Les étagères pour ses chaussures étaient vacantes. Même les tiroirs étaient légèrement tirés pour montrer que rien ne restait à l'intérieur. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Il s'est retourné, la panique montant dans sa gorge. C'est là qu'il l'a vue. Sur le bois foncé de la commode,
Assise seule au centre de la pièce se trouvait une grande enveloppe Kraft. Assise sur le dessus de l'enveloppe se trouvait sa bague de mariage. Le diamant a attrapé la lumière du soleil, une pierre de 3 carats qu'il avait achetée pour la faire taire après leur première grande dispute il y a des années. Il a marché, ses jambes se sentant comme du plomb. Il a ramassé la bague. C'était froid. Il a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 3 piles de papier distinctes. La première était un document légal, pétition pour dissolution de mariage. La seconde était une capture d'écran imprimée. C'était une photo d'une caméra de sécurité de restaurant. Elle montrait Ethan et Jamie se tenant les mains à travers une table à Le Monde, un endroit qu'ils n'avaient pas emmené Sarah depuis des années. Le tampon de date était d'il y a 3 jours. La troisième était une note manuscrite sur son papier à en-tête personnalisée. Ethan, je ne voulais pas le croire. J'ai essayé de détourner le regard pendant 2 ans. Mais les virements bancaires vers son compte, les nuits tardives et finalement, te voir avec elle. J'ai fini. Je ne te combats pas pour la maison. Je ne te combats pas pour les voitures. Je ne veux pas ton argent. Je veux juste sortir. Ne me cherche pas. Au moment où tu liras ceci, je serai parti. Ethan a fixé le papier. Ses mains tremblaient si fort que le papier a cliqueté. Elle savait. Elle l'avait su pendant 2 ans. Et elle n'avait rien dit. Il a attrapé son téléphone et a composé son numéro. Nous sommes désolés. Le numéro que vous avez composé a été déconnecté. Il a composé à nouveau. Même résultat. Non, 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 il a murmuré. Il a couru en bas au coffre-fort dans son bureau. Il a tourné le cadran et l'a ouvert d'un coup. Son passeport était là. Ses réserves d'argent étaient là. Mais la boîte en velours où Sarah gardait les émeraudes de sa grand-mère avait disparu. Et le classeur bleu où elle gardait les registres ménagers, manquait. Il s'est affaissé dans sa chaise en cuir. Il aurait dû se sentir soulagé. Jamie voulait qu'il quitte Sarah. Sarah l'avait juste rendu facile. Pas de pension alimentaire, pas de combat pour la maison. C'était le divorce parfait. Alors pourquoi se sentait-il comme si le sol venait de s'effondrer sous lui? Les 48 heures suivantes furent un brouillard surréaliste. Ethan est resté dans la maison vide, sursautant à chaque craquement des planchers, à moitié s'attendant à ce que Sarah entre avec des courses et s'excuse pour la farce. Elle ne l'a pas fait. Le lundi matin, il a dû aller au bureau. Il s'est habillé avec une chemise froissée, incapable de trouver le nettoyage à sec que Sarah ramassait habituellement le vendredi. Il ne pouvait pas trouver ses boutons de manchette préférés. Sarah les organisait par couleur. Il ne pouvait même pas trouver les grains de café. Apparemment, elle a caché la cachette de réserve quelque part qu'il ne connaissait pas. Il est arrivé chez Caldwell Tech à 9 heures et du matin pile. Le bureau au mur de verre au centre-ville de Seattle l'énergisait habituellement. Aujourd'hui, il se sentait comme une cage. « Bonjour, Monsieur Caldwell », son assistante, Brenda, a gazouillé. Elle l'a regardé. Son sourire a légèrement flanché. « Êtes-vous bien? Vous avez l'air un peu pâle. »« Je vais bien, » Ethan a claqué. « Mettez-moi Monsieur Sterling au téléphone, mon avocat personnel. Maintenant. » Brenda a hoché la tête, les yeux écarquillés, et s'est précipitée. Ethan a claqué sa porte fermée. Il s'est assis à son bureau et a fixé le cadre photo de famille face à lui. C'était vide. Sarah était entrée pendant le week-end, utilisant vraisemblablement sa clé de rechange, et a retiré la photo d'eux du pique-nique de l'entreprise. Elle a laissé le cadre, cependant, un rectangle de verre creux le fixant. Le téléphone a bourdonné. Monsieur Sterling sur la ligne 1. Ethan a décroché. Marcus, c'est Ethan. Ethan, bonjour. Je suppose que vous avez reçu le colis du coursier. La voix de Marcus Sterling était grave. J'ai trouvé les papiers sur ma commode. Marcus, qu'est-ce que l'enfer se passe? Elle dit qu'elle ne veut pas de pension alimentaire. Est-ce une ruse? C'est très inhabituel, Marcus a admis. J'ai examiné le dépôt que son avocat a envoyé ce matin. C'est étanche. Elle renonce au soutien conjugal,
renonce à la revendication sur les actifs de l'entreprise, renonce à la revendication sur le domicile conjugal. Elle demande une rupture nette, une dissolution immédiate. Ethan a laissé échapper un souffle qu'il ne savait pas qu'il retenait. Alors, j'ai gagné? Techniquement, oui. C'est le règlement de divorce du siècle pour un homme dans votre position. Mais Ethan, Marcus a fait une pause. Son avocat est Julius Thorne. Ethan a gelé. Julius Thorne, le requin corporatif de New York. Sarah ne connaît pas de gens comme ça. Sarah achète ses vêtements dans des magasins d'usine et fait du bénévolat à la bibliothèque. Apparemment, elle connaît des gens comme ça. Thorne ne prend pas de cas domestique à moins qu'il n'y ait des enjeux élevés. Cela me rend nerveux, Ethan. Pourquoi engagerait-elle un tueur d'entreprise juste pour brandir un drapeau blanc? Peut-être qu'elle veut juste s'éloigner de moi à ce point. Ethan a dit, un goût amer dans sa bouche. Peut-être, mais signez les papiers rapidement avant qu'elle ne change d'avis. J'enverrai un messager. Ethan a raccroché. Il devrait célébrer. Il pourrait épouser Jamie. Il pourrait être le couple de pouvoir de Seattle. Il y a eu un coup à la porte. Jamie est entrée, n'attendant pas de réponse. Elle portait une robe rouge moulante qui était presque inappropriée pour le bureau, mais elle s'en fichait. J'ai entendu la rumeur, elle a dit, fermant la porte et la verrouillant. Un sourire narquois jouait sur ses lèvres. Brenda dit que vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Est-elle partie? Tan l'a regardé. Pour la première fois, il a remarqué à quel point ses traits étaient nets. Prédatrice. Elle est partie, Jess, a laissé des papiers de divorce, a renoncé à tout. Les yeux de Jamie se sont illuminés. Tout, l'argent, la maison, tout. Jamie a poussé un cri aigu et s'est précipité, jetant ses bras autour de son cou. Oh mon Dieu, Ethan, c'est parfait. Nous pouvons enfin arrêter de nous cacher. Nous pouvons rénover la maison. Je détestais ces vieux rideaux poussiéreux qu'elle avait. Elle est partie depuis 2 jours, Jess, Ethan a dit, se retirant légèrement. Pouvons-nous peut-être attendre avant de redécorer? Jamie s'est retiré, offensé. Pourquoi? Tu prévoyais de la quitter de toute façon. Cela nous épargne juste les frais légaux. Nous devrions sortir ce soir. Célébrer. Je dois travailler. Nous avons la réunion trimestrielle des investisseurs mercredi. Je dois me préparer. Bien. Jamie a fait de la moue, mais ne soyez pas en retard. Je réserve le monde à nouveau. Elle est partie, balançant ses hanches. Ethan s'est frotté les tempes. Il s'est tourné vers son ordinateur pour afficher les rapports trimestriels. Il avait besoin des projections financières pour la présentation. Il a navigué vers le serveur partagé, le dossier étiqueté finance, interne. Il était protégé par mot de passe. Il a froncé les sourcils. Il a tapé son mot de passe habituel. Accès refusé. Il a tapé le mot de passe admin. Accès refusé. Il a décroché le téléphone. Brenda, mettez-le en ligne. Je ne peux pas accéder au rapport financier. 2 minutes plus tard, le directeur informatique, un homme nerveux nommé Kevin, était en ligne. Monsieur Caldwell, je regarde les journaux. Le mot de passe a été changé samedi soir. Changé par qui? Ah, par l'utilisateur Caldwell, admin. Le sang d'Ethan s'est glacé. Sarah n'a pas d'accès admin. Elle a juste aidé avec de la comptabilité dans les premiers jours. Eh bien, monsieur, selon les journaux systèmes, ce compte a eu des privilèges d'administrateur Racine pendant 5 ans. Elle a construit l'architecture de fichiers. Ethan a laissé tomber le téléphone. Il s'est souvenu maintenant. Il y a 5 ans, quand l'entreprise commençait juste à grandir, il ne pouvait pas se permettre un DAF. Sarah, qui avait un diplôme en mathématiques qu'il oubliait souvent, avait proposé de configurer la base de données. Il l'avait laissé faire, puis lui avait tapoté la tête et avait embauché une vraie équipe une fois que l'argent avait afflué. Il avait oublié, elle tenait les clés. Il a essayé un autre dossier. Contact client. Accès refusé. En attente. Brevet. Accès refusé. La panique réelle et viscérale s'est installée. Il n'était pas juste enfermé hors du confort de sa maison.
Il était en train d'être enfermé hors du cerveau de sa propre entreprise. Son téléphone portable a sonné. Un message texte d'un numéro inconnu. Il l'a ouvert. C'était un fichier PDF. Il a cliqué pour l'ouvrir. C'était une facture. Une facture de conseil d'une entreprise appelée Nemesis Solutions, à Caldwell Tech, de Nemesis Solutions Service. Clé de décryptage pour accès root, coût 5 000 $. Sous le prix se trouvait une simple ligne de texte. As-tu vraiment pensé que j'ai juste arrangé les fleurs? Ethan a fixé l'écran. 5 millions de dollars. Elle ne voulait pas de pension alimentaire. Elle rançonnait sa propre entreprise de retour à lui. Et la réunion des investisseurs était dans 48 heures. S'il ne pouvait pas accéder à ces fichiers, le stock chuterait et le conseil aurait sa tête sur un plateau. Sarah n'était pas juste une femme méprisée. Elle était un agent dormant dans sa propre vie et elle venait de faire détonner la bombe. Ethan s'est assis dans sa chaise de direction en cuir, fixant le curseur clignotant sur son écran. Le texte du numéro inconnu a brûlé dans son esprit. 5 000 $. Elle ne peut pas faire ça, il a murmuré à la pièce vide. C'est de l'extorsion. Il a attrapé son téléphone et a composé le numéro de Marcus Sterling à nouveau. Marcus, j'ai besoin que tu déposes une injonction d'urgence. Elle a verrouillé les serveurs. Elle demande 5 millions de dollars pour libérer les clés de chiffrement. Il y a eu un long silence à l'autre bout de la ligne. Ethan, écoute-moi très attentivement. Sarah avait-elle un accès autorisé à ces systèmes? Oui, je te l'ai dit. Elle a construit la putain d'architecture il y a des années. Mais elle tient l'entreprise en otage. Si elle a des privilèges admin qui n'ont jamais été révoqués, légalement, elle n'a rien piraté. Elle a juste changé le mot de passe sur un système pour lequel elle possède des permissions. Nous pouvons l'emmener au tribunal, bien sûr. Nous pouvons déposer une motion pour contraindre à la découverte. Super, faites ça, Ethan a claqué. Cela prendra au moins 6 semaines pour obtenir une audience, Ethan. Peut-être 3 mois. Ethan a senti le sang quitter son visage. J'ai la réunion des investisseurs dans 48 heures. Si je ne peux pas montrer les projections, le stock chute. Si le stock chute en dessous d'un certain seuil, la banque rappelle mes prêts à effet de levier. Je perds l'entreprise, Marcus. Alors je suggère que vous la payiez, Marcus a dit, sa voix dépourvue de sympathie. Et Ethan, si elle demande 5 millions, c'est parce qu'elle sait que vous l'avez, ou elle sait où vous le cachez. Ethan a raccroché. Il a juré bruyamment et a balayé une pile de papiers de son bureau. Ils ont voltigé au sol comme des feuilles mortes. Il avait l'argent. Où il était supposé. Ethan avait un fonds pour les jours de pluie. Ce n'était pas dans les comptes conjoints. C'était un compte de société écran dans les îles Caïmans, enregistré sous le nom d'Orion Holdings. Il l'utilisait pour canaliser des bonus et écrémer des profits avant qu'il n'atteigne le livre officiel. C'était sa trappe d'évasion. Il s'est connecté au portail bancaire offshore. Ses doigts sont volés sur le clavier. Nom d'utilisateur. Caldwell Zilla One, mot de passe. L'écran a chargé, soldé du compte. 40 Tintor Dals 30, Ethan a fixé. Il a cligné, pensant que c'était un glitch. Il a actualisé la page. 14 temps 32. Sous le solde se trouvait un historique des transactions. Un seul virement fait il y a 3 jours. Virement à SJC, fiducie, montant 5 250 000, autorisation, porte-clé physique, restreindre à. Ten s'est affaissé, haletant pour de l'air. Porte-clé numéro 2. Il gardait ce porte-clé dans le faux fond de son sac de golf. Sarah ne jouait pas au golf. Elle détestait le golf. Comment l'a-t-elle trouvé? Elle m'a vidé, il a murmuré. Elle a volé mon argent pour rançonner ma propre entreprise de retour à moi. La porte de son bureau s'est ouverte en grand. Jamie est entré à grands pas, portant plusieurs sacs de shopping de Nordstrom. Ethan, pourquoi ta carte a-t-elle été refusée? Elle a demandé, jetant une carte de crédit platine sur son bureau. J'essayais d'acheter ce vin vintage pour ce soir,
et la caissière m'a regardé comme si j'étais un indigent. C'était humiliant. Ethan a regardé la carte, puis Jamie. Le contraste entre sa petite plainte et sa vie qui implosait était trop. Les comptes sont gelés, Jamie, il a dit, sa voix basse et dangereuse. Gelés? Pourquoi? La banque a-t-elle fait une erreur? Elle s'est assise sur le bord de son bureau, croisant ses jambes. Répare-le, Ethan. Nous avons des réservations. Sarah l'a pris, il a dit. Elle a pris la liquidité. Elle a pris l'argent offshore. Elle a verrouillé les serveurs. Jamie a froncé les sourcils, ses sourcils parfaitement sculptés se rejoignant. Tu as dit qu'elle n'avait rien laissé. Tu as dit qu'elle avait renoncé à la pension alimentaire. Comment peut-elle prendre l'argent si elle a renoncé à ses droits? Parce qu'elle est plus intelligente que je ne le pensais. Ethan a rugi, claquant son poing sur le bureau. Jamie a sauté, laissant tomber son sac à main. Elle n'a pas demandé l'argent légalement parce qu'elle l'avait déjà volé. Et maintenant, elle veut 5 millions de plus des comptes de l'entreprise pour me laisser garder mon travail. Le visage de Jamie a changé. La séductrice a disparu, remplacée par une calculatrice froide. Alors, tu es fauché? Pas fauché, juste illiquide. J'ai des actifs. La maison, les voitures, le bateau. La maison à laquelle elle a renoncé à sa revendication. Jamie a demandé vivement. Pouvons-nous la vendre? Pas en 2 jours. J'ai besoin d'argent maintenant. Fawn s'est levé, arpentant. Je dois liquider les jouets, l'Aston Martin, le yacht amarré à la marina. Je peux obtenir un prêt relais d'un prêteur privé si je les mets en garantie. Tu vends l'Aston, Jamie a gémi, mais j'aime cette voiture. Tu as promis que nous la conduirions à Napa le mois prochain. Ethan a arrêté d'arpenter et l'a regardé. L'a vraiment regardé. Jamie, je me bats pour ma vie ici. Si je n'obtiens pas 5 millions de dollars dans un portefeuille crypto d'ici demain soir, Caldwell Tech est fini. Si l'entreprise coule, il n'y a pas de Napa. Il n'y a pas d'appartement terrasse. Il y a toi et moi vivant dans un appartement de location, esquivant des assignations. Jamie a reculé comme s'il l'avait giflé. Je n'ai pas signé pour la pauvreté, Ethan. Tu m'as dit que tu étais un roi. Les rois sont renversés. Il a grogné. Maintenant, sors. Je dois passer des appels. Jamie a attrapé ses sacs de shopping. Elle n'a pas proposé d'aider. Elle n'a pas demandé s'il allait bien. Elle l'a juste regardé avec un mélange de pitié et de dégoût, a tourné sur son talon et est parti. Ethan ne l'a pas regardé partir. Il composait déjà le numéro d'un homme nommé Sal, un prêteur d'argent dur qui ne posait pas de questions tant que vous aviez le titre d'un yacht de luxe. L'après-midi suivant, Ethan avait l'air 10 ans plus vieux. Il n'avait pas dormi. Il avait passé les dernières 24 heures à vendre frénétiquement sa vie. Il a vendu l'Aston Martin pour 30% sous la valeur marchande à un collectionneur qui a payé en espèces. Il a signé le titre de son yacht de 60 pieds, le Loup de Mer, pour vendre pour un prêt d'urgence à un taux d'intérêt exorbitant. Il a même liquidé sa collection de montres. Il avait réussi à gratter ensemble 4,8 millions de dollars. Il était court. Il avait besoin d'acheter du temps ou il avait besoin de négocier. Il a trouvé l'adresse du cabinet d'avocats de Julius Thorne. Ce n'était pas dans les tours de verre brillantes du centre-ville où Caldwell Tech était. C'était à Pioneer Square, dans un vieux bâtiment en briques restauré qui criait vieille richesse et pouvoir tranquille. Ethan a redressé sa cravate dans le reflet de la plaque en laiton. Thorne et associés, service client privé. Il a marché à l'intérieur. Le réceptionniste, un homme dans la cinquantaine avec une posture impeccable, n'a pas demandé son nom. Monsieur Caldwell, Monsieur Thorne vous attend dans la bibliothèque. Ethan a marché à travers les lourdes portes en chêne. Le bureau était faiblement éclairé, sentant le cuir et l'acajou. Les murs étaient tapissés de livres qui semblaient n'avoir pas été touchés depuis un siècle. Julius Thorne était assis derrière un bureau massif. C'était un homme d'âge indéterminé, peut-être 50, peut-être 60. Il portait un costume anthracite
qui coûtait plus que la première voiture d'Ethan. Il ne s'est pas levé. Monsieur Caldwell, Thornton a dit, sa voix était douce comme du gravier enveloppé de velours. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je ne veux pas m'asseoir, Ethan a dit, restant debout pour affirmer sa dominance. Ça n'a pas marché. Thorne l'a juste regardé avec un léger amusement. Où est-elle? Où est Sarah? Ma cliente est actuellement indisponible. Elle profite d'une vacance bien méritée dans un lieu qui n'a pas de traité d'extradition avec les États-Unis. Pas qu'elle en ait besoin. Elle a volé 5 millions de dollars de mes comptes privés, Ethan a accusé, et elle me fait chanter pour 5 de plus. Thorne a soupiré et a ouvert un dossier en cuir sur son bureau. Monsieur Caldwell, soyons précis avec notre langage. Les 5 millions de dollars auxquels vous faites référence étaient dans un compte nommé Orion Holdings, un compte qui, légalement parlant, ne vous appartient pas. Il appartient à une société écran, une société qui a omis de déposer des déclarations fiscales pendant les 4 dernières années. Ethan a gelé. Thorne a continué, ajustant ses lunettes. Ma cliente Sarah a été la DAF par intérim de votre foyer et, officieusement, la réparatrice pour les irrégularités comptables de votre entreprise. Elle a remarqué le compte Orion il y a des années. Au lieu de vous dénoncer à l'IRS alors, elle a simplement veillé à être signataire sur le compte juste au cas où. Elle considère cet argent comme un arriéré de salaire pour son salance. Elle était ma femme, Ethan a crié. Elle était supposée être de mon côté. Elle était de votre côté, Thorne a dit, ses yeux durcissants, jusqu'à ce que vous ameniez mademoiselle Jamie Miller dans l'image. Sarah a toléré les nuits tardives. Elle a toléré la négligence. Mais quand vous avez commencé à utiliser les fonds de l'entreprise, des fonds qu'elle a travaillé dur à blanchir pour vous, pour acheter des bijoux à mademoiselle Miller, c'était une insulte à sa fierté professionnelle. Ethan s'est senti malade. Sarah savait à propos du blanchiment. Elle savait tout. J'ai 4,8 millions, Ethan a dit, sa voix se brisant. C'est tout ce que j'ai. J'ai vendu la voiture. J'ai hypothéqué le bateau. Dites-lui de le prendre et de déverrouiller le serveur. Thorne a tapoté un stylo contre le bureau. Le prix est de 5 millions, Monsieur Caldwell. Ma cliente est très spécifique à propos des chiffres. Elle est mathématicienne, après tout. Je n'ai pas les 200 000 autres. Je ne peux pas l'obtenir d'ici demain. Thorne s'est penché en arrière. C'est malheureux, parce que si l'argent n'est pas sur le compte séquestre d'ici minuit, la clé de chiffrement est supprimée. Et un protocole secondaire s'initialise. Protocole secondaire, oui. Si la rançon n'est pas payée, un email automatisé est envoyé à la Securities and Exchange Commission ainsi qu'à la division des enquêtes criminelles de l'IRS. Attaché à cet email sera le grand livre complet d'Orion Holdings, le liant directement à vous. Ethan a agrippé le dossier de la chaise devant lui. Elle essaie de me détruire. Non, Monsieur Caldwell, la destruction serait d'envoyer cet email immédiatement. Ceci est une transaction commerciale. Vous avez acheté une vie de luxe et d'adultère. Maintenant, la facture est arrivée à échéance. Thorne a fait une pause, puis a fait glisser un morceau de papier sur le bureau. Cependant, Thorne a dit doucement, il y a une option alternative pour couvrir le déficit restant de 200 000 $. Ethan a arraché le papier. C'était un acte de transfert de propriété. Propriété 142 Oak Creek Drive, Bellevue, WA, bénéficiaire, la Fondation Sarah J. Caldwell. Pour femme, la maison, Ethan a murmuré. Correct, Thorne a dit. Elle a renoncé à sa revendication sur la maison dans les papiers de divorce, oui. Mais si vous voulez sauver votre entreprise et rester hors de prison, vous ferez donc volontairement du domicile conjugal à sa fiducie caritative. Elle a l'intention de le transformer en un abri pour femmes déplacées. Ethan a fixé le papier. La maison était sa fierté, son symbole de statut. Jamie planifiait déjà les rénovations. Si je signe ça, Ethan a dit, serrant les dents, je suis sans abri. Vous avez un appartement en ville, n'est-ce pas? Non, c'est un bail d'entreprise.
Si le conseil me vire, je perds ça aussi. Un jeu élevé, Thorne a souri finement. Il est 16 heures, Monsieur Caldwell. Les banques ferment bientôt. Signez l'acte et virez les 4 ou 8 millions, et vous récupérez votre entreprise. Refusez et vous obtenez un acte d'accusation fédérale. Ethan a regardé le stylo Mont-Blanc posé sur le bureau. Il a pensé à Jamie l'attendant à un hôtel parce qu'elle refusait de rester dans la maison poussiéreuse. Il a pensé à la réunion du conseil demain. Il a ramassé le stylo. Il a signé la maison. Sage choix, Thorne a dit, reprenant le papier instantanément. L'accès au serveur sera restauré au moment où le virement atteindra notre compte. Ethan a trébuché hors du bureau, dans la bruine grise de Seattle. Il avait sauvé son entreprise. Il avait évité la prison. Mais il marchait de retour vers une vie qui rétrécissait rapidement. Il a sorti son téléphone pour appeler Jamie, pour lui dire qu'il devait trouver un hôtel pour l'avenir prévisible. Il a vu une notification de son application bancaire. Alerte. Compte courant joint à découvert. Il a froncé les sourcils. Il avait vidé le compte joint il y a des jours. Il devrait être à zéro. Il a ouvert l'application. Il y avait une charge du restaurant Le Monde, $800, d'il y a 1 heure, et une charge chez Tiffany & Co, 12 000. Refusé. Jamie. Elle avait toujours la carte secondaire qu'il avait oublié d'annuler. Elle était dehors à dépenser de l'argent qu'il n'avait pas pendant qu'il vendait son âme à un avocat. Il a composé son numéro. « Salut bébé », elle a répondu. Bruit de fond de verre qui teinte. « L'as-tu réparé? Où es-tu? » Ethan a demandé, sa voix morte. « Je suis à Le Monde, buvant un verre avec des amis. J'étais si stressé que j'avais besoin de me détendre. »« As-tu obtenu l'argent? » »« J'ai vendu la maison, Jamie. » Silence. « Quoi? J'ai vendu la maison pour payer la rançon. Nous n'avons nulle part où vivre. J'ai besoin que tu nous enregistres dans un Motel 6 parce que je n'ai plus le crédit pour le Four Seasons. Tu as vendu le manoir? » Sa voix a monté d'une octave. « Tu plaisantes? J'aimerais l'être. Je viens te chercher. Nous devons parler. »« Ne te dérange pas, » Jamie a dit froidement. « Excusez-moi? Tan, si tu n'as pas la maison et tu n'as pas l'argent, et tu es sous enquête par ta propre ex-femme, tu es un passif. Je suis la VP du marketing. Je ne peux pas être vu avec un échec. Je t'ai fait VP du marketing. » Ethan a crié, les passants le fixant. « Et je suis reconnaissante pour le coup de pouce au CV, mais je pense que nous devrions faire une pause. Je vais rester avec une amie. » La ligne est devenue morte. Ethan se tenait sous la pluie, l'eau dégoulinant de son nez. Il avait tout sacrifié pour garder l'entreprise, pensant qu'il sauvait son avenir avec Jamie. Maintenant, il avait l'entreprise, mais il n'avait pas de maison, pas d'argent, pas de femme et pas de maîtresse. Mais au moins, le cauchemar était fini. Vrai, son téléphone a sonné. Un email de @mynacledwelltech.com. Sujet, accès restauré. Ethan, paiement reçu. Les serveurs sont déverrouillés. Bonne chance avec la réunion du conseil. Vérifiez le dossier. Envoyez dans votre email avant de présenter. L'estomac d'Ethan est tombé. Vérifiez le dossier envoyé. Il a ouvert l'application Outlook sur son téléphone. Il a navigué vers ses éléments envoyés. Il y avait un email envoyé il y a 5 minutes à l'ensemble du conseil d'administration. Sujet, ma démission. Ethan est tombé à genoux sur le pavé mouillé. Ethan n'a pas couru, il a sprinté. Il a ignoré les limites de vitesse. Sa berline louée faisant des embardées sur l'asphalte mouillé alors qu'il fonçait vers le siège de Caldwell Tech. Son téléphone bourdonnait sans cesse, des appels de Brenda, des appels de membres du conseil, des appels de journalistes. Mais il l'a jeté sur le siège passager. Il devait arrêter l'hémorragie. Il devait leur dire que l'email était un piratage. Il pouvait le blâmer sur un groupe cyberterroriste. Il pouvait le blâmer sur l'espionnage corporatif. Il était le fondateur. Ils avaient besoin de lui. Il a crissé dans le garage de stationnement, contournant sa place réservée, qui, il a noté avec une pointe d'effroi, avait déjà sa plaque nominative retirée.
Il a sprinté jusqu'à l'ascenseur, bloquant le bouton pour le 40e étage. Quand les portes se sont ouvertes, le silence était assourdissant. Habituellement, l'étage bourdonnait d'analystes et de représentants commerciaux. Aujourd'hui, les gens étaient blottis en chuchotement, les yeux se dirigeant vers lui avant de détourner rapidement le regard. C'était le regard que les gens donnaient à un homme marchant à la potence. Ethan a marché vers la salle de conférence. Il n'a pas frappé. Il a jeté les doubles portes envers ouvertes. L'ensemble du conseil d'administration était là, 12 hommes et femmes assis autour de la table ovale. À la tête était assis Arthur Vance, le président du conseil, et l'homme qui avait été le mentor d'Ethan il y a 15 ans. Arthur. Ethan a haleté, la poitrine haletante. L'email, ce n'était pas moi. Mon compte a été compromis. Je n'ai pas démissionné. Arthur Vance n'a pas souri. Il a lentement retiré ses lunettes de lecture et les a placées sur la table en acajou. « Asseyez-vous, Ethan. Je n'ai pas besoin de m'asseoir. J'ai besoin d'appeler la sécurité informatique. Nous avons été piratés. » « Nous n'avons pas été piratés, Ethan, » Arthur a dit, sa voix terrifiante de calme. « Nous avons reçu votre email et nous avons reçu la pièce jointe. Le registre Caldwell Art Final Dex LSX. » Ethan a senti le sang quitter ses jambes. « Ça, c'est une fabrication. Est-ce? » Arthur a fait signe à l'écran à l'avant de la pièce. Projeté sur le mur était la feuille de calcul, le grand livre Orion Holdings. Mais ce n'étaient pas juste des chiffres. C'était à noter. Chaque transaction où Ethan avait siphonné les profits de l'entreprise pour payer le condo de Jamie, sa voiture, leurs vacances, tout était surligné en rouge. Et à côté de chaque transaction se trouvait un horodatage correspondant de l'endroit où Ethan prétendait être à ce moment-là. Voyage d'affaires, Tokyo, conférence, Austin. L'email est venu de votre terminal sécurisé, Arthur a dit. Le texte de la démission était assez spécifique. Il disait « J. Ethan Caldwell, par la présente démissionne en tant que PDG avec effet immédiat en raison de ma grave malversation de fonds et de ma rupture de devoir fiduciaire. 6 juin est ma confession. » Elle a écrit ça. Ethan a crié « Mon ex-femme! Je me piège! » Peu importe qui l'a écrit, Ethan. Une membre du conseil nommée Linda a interrompu sèchement. Les relevés bancaires sont réels. Nous avons vérifié les identifiants de transactions avec la succursale des Caïmans ce matin. Vous avez volé 4 millions de dollars à cette entreprise sur 2 ans. Je peux le rembourser, Ethan a bégayé. Je viens de virer 4,8 millions à l'entreprise. Vérifiez les comptes. Je l'ai remboursé, plus les intérêts. Arthur a secoué la tête, un air de profonde déception sur son visage. Nous avons vu le virement, Ethan. Il venait d'un compte personnel. Mais rembourser l'argent après que vous ayez été attrapé n'annule pas le crime. C'est un aveu de culpabilité. Et, Linda a ajouté, vous ne l'avez pas viré au fonds général de l'entreprise. Vous l'avez viré au compte séquestre de Nemesis Solutions, une société écran. Nous ne savons pas où est cet argent. Ethan a réalisé le piège. Sarah n'avait pas déverrouillé le serveur pour l'aider. Elle l'avait déverrouillé pour le piéger. Elle l'a fait payer la rançon, mais elle l'a chronométré, donc il semblait qu'il essayait de cacher les preuves. La SCC a déjà été notifiée, Arthur a dit, se levant. Comme l'a été le procureur de district, la sécurité attend dehors. Vous ne pouvez pas faire ça, Ethan a murmuré. J'ai construit cette entreprise. Et vous l'avez pillé, Arthur a dit froidement. Vous êtes viré, Ethan, pour cause. Vos options d'achat d'actions sont annulées. Votre indemnité de départ est 0 et vous êtes banni des lieux. 2 grandes gardes de sécurité en costume sombre sont entrés dans la pièce. L'un était Jerry, un homme à qui Ethan avait donné un bonus de Noël pendant 5 ans d'affilée. Jerry n'a pas établi de contact visuel alors qu'il a attrapé le bras d'Ethan. « Allons-y, Monsieur Caldwell », Jerry a grogné. Ethan a été traîné hors de la salle de conférence. La marche de la honte était agonisante. Tout le personnel de bureau regardait à travers les murs de verre. Il a vu Brenda, son assistante, pleurer. Et puis, près des ascenseurs, il a vu Jamie.
Elle tenait une boîte en carton remplie de ses objets personnels. Un garde de sécurité se tenait à côté d'elle aussi. Ethan a secoué la prise de Jerry pendant 1 seconde. « Jamie! » Elle a levé les yeux. Son mascara coulait. Elle avait l'air furieuse. « Toi! » Elle a hurlé, pointant d'un doigt manucuré vers lui. « Tu m'as traîné là-dedans. » Moi, Ethan a ri, un son hystérique brisé. « C'est toi qui avais besoin de l'appartement terrasse. C'est toi qui avais besoin du titre de VP. Ils m'ont viré, Ethan. Ils ont dit que j'étais non qualifié et une bénéficiaire de népotisme. Je suis ruiné. Qui va embaucher une VP marketing qui couchait avec le patron pour de l'argent de détournement de fonds? Nous pouvons trouver une solution, Ethan a dit, bien qu'il savait que c'était un mensonge. Nous pouvons aller chez tes parents en Oregon, Jamie a ricané. Mes parents vivent dans une caravane, Ethan. Je ne vais pas à une caravane et je ne vais certainement nulle part avec toi. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Jamie l'a poussé en passant, entrant dans la voiture seule. Jamie, attends. Va en enfer, Ethan, elle a craché. Elle a frappé le bouton de fermeture de porte. Ethan a regardé la porte glisser fermée, coupant le dernier lien à la vie qu'il pensait avoir. Jerry le garde l'a poussé vers l'ascenseur de marchandises. Par ici, monsieur. 10 minutes plus tard, Ethan se tenait sur le trottoir sous la pluie battante. Il n'avait pas de voiture. La société de location venait de désactiver à distance la berline parce que sa carte de crédit enregistrée avait rebondi. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas de travail. Il n'avait pas de femme. Il n'avait pas de maîtresse. Il a cherché dans sa poche et a sorti son téléphone. Une nouvelle notification, c'était une alerte d'information du Wall Street Journal. Dernières nouvelles, Caldwell Tech, PDG, évincé dans un scandale. Le stock chute de 40%. Les vendeurs à découvert gagnent des milliards. Vendeurs à découvert. La réalisation l'a frappé comme un coup physique. Sarah n'avait pas juste voulu l'argent liquide. Elle savait que le stock chuterait. Si elle avait vendu le stock à découvert, il a fait le calcul dans sa tête. Si elle a mis à profit les 5 millions qu'elle a volés pour vendre le stock à découvert avant d'envoyer cet email, elle n'est pas partie avec des millions. Elle est partie avec des centaines de millions. Ethan est tombé en arrière contre la brique mouillée du bâtiment et a glissé au sol, riant. Il a ri jusqu'à ce qu'il s'étouffe. Il a ri jusqu'à ce qu'il pleure. Elle l'avait joué comme un violon. La souris silencieuse était une lionne, et il avait marché directement dans sa tanière. 3 mois plus tard, l'air au lac de Como, Italie, était très différent de Seattle. Il sentait les citronniers, l'eau fraîche et la vieille richesse. Sarah était assise sur la terrasse d'une villa privée, surplombant l'eau bleue chatoyante. Elle portait une robe d'été en lin blanc et des lunettes de soleil surdimensionnées. Un verre de Pinot Grigio transpirait doucement sur la table à côté de son iPad. Elle n'était plus Sarah Caldwell. Elle était légalement revenue à son nom de jeune fille, Sarah Vance. « Attends, Vance! » Son téléphone a bourdonné. C'était un appel vidéo. Elle a tapoté l'écran. Le visage de Julius Thorne est apparu, net et clair. « Bon après-midi, Sarah. Ou devrais-je dire, Signora? » Julius a souri. « Sarah va bien, Julius. Comment vont les choses dans les États? » « Chaotique, Julius a dit avec satisfaction. L'enquête de la SAC sur Ethan est en cours. Il est actuellement représenté par un défenseur public. Apparemment, aucune firme privée ne le touchera puisque ses actifs sont gelés. Un défenseur public, Sarah a médité, prenant une gorgée de vin. Cela semble approprié. Et Mademoiselle Miller, Julius a demandé. Jamie, travaillant comme hôtesse dans un steakhouse à Portland, aux dernières nouvelles. Elle a essayé de vendre son histoire à un tabloïd, mais sans preuve, que nous avons supprimé des serveurs. Il ne paierait pas eu son prix demandé. Excellent. Julius a fait une pause. Le règlement final des positions courtes a été compensé. Les fonds sont sur votre compte suisse. Vous êtes officiellement l'une des femmes les plus riches d'Europe.
Merci, Julius. Vos honoraires ont été virés. Double comme promis. Vous êtes généreuse. Une question, Sarah. Juste pour ma propre curiosité. Allez-y. Le président du conseil assure Vance. Une relation? Sarah a souri, un sourire génuin, éblouissant, qu'Ethan n'avait jamais vu en leurs 10 ans de mariage. C'est mon oncle, Sarah a dit doucement. Il n'a jamais aimé Ethan. Quand j'ai dit à oncle Arthur il y a 2 ans ce qu'Ethan me faisait et à l'entreprise, Arthur voulait le virer alors. Mais je lui ai dit d'attendre. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour construire le piège. Arthur a accepté de jouer le jeu. Il avait besoin qu'Ethan s'implique si pleinement qu'il ne pourrait jamais démarrer une entreprise concurrente. Julius a ri. Alors la réunion du conseil, le choc, c'était tout du théâtre? Partiellement. Arthur savait que l'email arrivait. Il a juste dû faire semblant d'être surpris pour le procès-verbal. C'était une opération familiale, Julius. Nous avons fait le ménage. Rappelez-moi de ne jamais croiser un Vance, Julius a dit. Profitez de l'Italie, Sarah. L'appel a pris fin. Sarah a posé l'iPad. Elle s'est levée et a marché jusqu'au bord du balcon. En dessous, un hors-bord élégant en bois coupait l'eau, approchant de son quai privé. Le conducteur a fait signe. C'était un homme, grand, cheveux foncés, larges épaules. Ce n'était pas un nouvel amant. C'était quelqu'un de bien plus dangereux pour l'ego d'Ethan. C'était Liam Blackwood, le colocataire d'université d'Ethan. Celui qu'Ethan avait moqué pendant des années parce que Liam avait abandonné ses études pour démarrer une entreprise d'énergie solaire à but non lucratif. Liam était resté ami avec Sarah au fil des ans. Il avait été celui qui a d'abord repéré Ethan avec Jamie dans un café et a appelé Sarah. Il avait été son confident. Liam a attaché le bateau et a trottiné les marches en pierre. Il l'a rejointe sur la terrasse, essoufflé et souriant. « Tu as l'air du chat qui a mangé le canari », Liam a dit, embrassant sa joue. « Mieux, Sarah a dit. Je suis le canari qui a mangé le chat. J'ai apporté les papiers, Liam a dit, tirant un dossier de son sac. L'acquisition est prête. Sarah a ouvert le dossier. Project Phoenix. Acquisition des actifs de Caldwell Tech, acheteur, Blackwood et Vance Energy. Le stock a touché le fond à 2 $ l'action, Liam a expliqué. Nous achetons l'intérêt de contrôle pour des centimes sur le dollar. Nous allons vider la division tech et faire pivoter toute l'infrastructure vers la gestion de réseaux d'énergie renouvelable. C'est exactement l'architecture logicielle que vous avez construite il y a 5 ans, Sarah. Nous l'utilisons enfin pour quelque chose de bien. Sarah a passé son doigt sur le document. Elle achetait l'entreprise d'Ethan. Elle allait effacer son nom du bâtiment, effacer son héritage et transformer son monument de cupidité en quelque chose qui aidait réellement le monde. Et le nom, Sarah a demandé. Nous renommons le bâtiment la semaine prochaine, Liam a dit. Le Centre Sarah J. Vance pour l'innovation. Sarah a ri. C'était un son léger, libre. Parfait, elle a dit. Où est-ce que je signe? Elle a signé le document avec un flourish. Alors, Liam a dit, se versant un verre de vin, Ethan est en train de ruiner à Seattle. Vous possédez son entreprise. Vous avez son argent. Est-ce fini? La vengeance est-elle complète? Sarah a regardé l'eau. Elle a pensé aux 10 ans qu'elle a passé à cuisiner, nettoyer et soutenir un homme qui la traitait d'ennuyeuse. Elle a pensé à la façon dont il regardait Jamie, comme si elle était un prix, et Sarah était un appareil. Pas tout à fait, Sarah a dit, ses yeux se rétrécissant légèrement. Il y a une fin lâche. Oh? La maison, Sarah a dit, le manoir à Bellevue, celui que j'ai transformé en abri pour femmes. Qu'en est-il? J'ai entendu que l'abri a besoin d'un concierge, Sarah a dit, une lueur maléfique dans son œil. Et puisque c'est une organisation caritative, ils obtiennent des crédits d'impôt pour l'embauche de personnes avec des antécédents légaux troublés. La mâchoire de Liam est tombée. Tu ne le ferais pas. J'ai déjà parlé à la directrice, Sarah a dit calmement. Ils ont envoyé l'offre d'emploi au défenseur public d'Eton ce matin.
Cela fait partie d'un programme de libération conditionnelle s'il veut éviter la prison pour le détournement de fonds. Il peut récurer les toilettes de la maison qu'il possédait, nettoyant après les femmes qu'il méprisait. Liam l'a fixé un instant, puis a éclaté de rire. Il a levé son verre. À Sarah Vance, il a dit « La femme la plus terrifiante que je connaisse ». Au nettoyage, Sarah a répondu, faisant teinter son verre contre le sien. 6 mois plus tard, la pluie à Seattle semblait plus froide qu'Ethan ne se souvenait. Ou peut-être, c'était juste qu'il n'avait plus de manteau en cachemire pour le protéger d'elle. Ethan Caldwell a poussé le lourd seau de serpillière industrielle sur le sol et un marbre du grand foyer. Les roues ont couiné, un son aigu et irritant qui a résonné des hauts plafonds. Il a grincé, son dos spasme. Il n'était pas habitué au travail physique. Ses mains, autrefois manucurées et douces, étaient maintenant gercées et sentant en permanence l'eau de javel et l'ammoniac. Il a levé les yeux vers le lustre suspendu au-dessus de lui. Il s'est souvenu avoir acheté ce lustre à Paris. Il s'est souvenu se tenant juste ici, un verre de champagne à la main, portant un toast à son premier million. Maintenant, il récurait de la boue des carreaux parce que c'était un mardi pluvieux et les résidents traînaient de la saleté. La maison sur Oak Creek Drive n'était plus le domaine Caldwell. La plaque de bronze près de la porte lisait « Le sanctuaire Sarah J. Vance ». C'était un abri pour les femmes fuyant les abus financiers et les troubles domestiques. Il était entièrement financé, géré efficacement et toujours plein. Et Ethan était le chef de l'assainissement. Cela faisait partie de son accord de plaidoyer. Le procureur de district, sous la pression de la montagne de preuves que Sarah avait fournies, lui a offert un choix. 5 ans dans un pénitencier fédéral pour détournement de fonds et fraude, ou 2 ans de service communautaire et de probation, spécifiquement assignés à l'organisation à but non lucratif qui possédait maintenant ses anciens actifs. Il avait choisi la liberté, mais alors qu'il essorait l'eau grise et sale de la serpillière, il s'est demandé si la prison n'aurait pas été plus digne. « Hé, tu as manqué une tâche là-bas! » Ethan s'est raidi. Il s'est tourné pour voir Madame Higgins, la directrice de l'abri. C'était une femme sévère dans la soixantaine qui savait exactement qui était Ethan et prenait un immense plaisir à lui donner des ordres. « J'y arrive, Madame Higgins, » Ethan a marmonné, gardant sa tête baissée. « Parlez plus fort, Caldwell, et ne me regardez pas comme ça. Vous avez de la chance d'avoir un emploi. La plupart des félons ne sont pas réembauchés dans leur propre maison. » Elle est partie, ses talons claquant sur le sol qu'il venait de polir. Ethan a serré les dents et les a poussés. Juste 2 ans. Il s'est dit, je peux survivre 2 ans. Ensuite, je déménagerai à... quelque part, Idaho. Recommencer. Les portes d'entrée se sont ouvertes. Une rafale de vent est entrée, suivie d'un silence qui est tombé sur le hall animé. Ethan n'a pas levé les yeux au début. Il était concentré sur une marque d'éraflure tenace, mais ensuite il a remarqué la réceptionniste se levant plus droite. Il a remarqué Madame Higgins se précipitant de son bureau avec un sourire qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Mademoiselle Vance, quelle merveilleuse surprise! » Ethan a gelé. Sa prise sur le manche de la serpillière s'est serrée jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Il a lentement levé les yeux. Sarah se tenait dans l'embrasure. Elle avait l'air radieuse. Elle portait un tailleur bleu marine qui criait le pouvoir, ses cheveux coupés en un carré chic et net. Elle n'avait pas l'air de la femme au foyer effacée dont il se souvenait. Elle avait l'air d'une PDG. Elle avait l'air d'une reine surveillant son royaume. Elle était flanquée de 2 personnes. L'un était Liam Blackwood, l'air beau et protecteur. L'autre était un photographe prenant des photos de l'établissement. « Bonjour, Madame Higgins », Sarah a dit, sa voix portant sans effort à travers l'espace. « Je voulais juste passer voir la nouvelle aile d'admission. Nous approuvons le budget pour l'expansion la semaine prochaine. » « Bien sûr, bien sûr. » Par ici, Madame Higgins a flagorné. Ils ont commencé à marcher à travers le hall. Ils marchaient droit vers lui. Le cœur d'Ethan battait contre ses côtes. La panique a éclaté. Devrait-il courir?
Devrait-il se cacher dans le placard de fourniture? Non. Il était Ethan Caldwell. Il ne se cacherait pas dans sa propre maison. Il s'est redressé, s'appuyant sur la serpillière, attendant qu'elle le remarque, attendant la colère, la jubilation, la moquerie. Il a préparé un discours dans sa tête, quelque chose de mordant, quelque chose qui montrait qu'il n'était pas brisé. Sarah a marché plus près. Elle parlait à Liam, pointant les détails architecturaux de l'escalier. Elle est spotée juste à côté de lui. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle n'a pas ricané. Elle n'a même pas cligné des yeux. C'était comme s'il était un meuble, un fantôme. Sarah eut un à croasser. Sa voix était rouillée. Elle s'est arrêtée. Elle s'est tournée lentement, ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur lui. Il n'y avait pas d'étincelle de reconnaissance au début, juste une curiosité polie, distante. « Excusez-moi, elle a dit. »« C'est moi, Ethan a dit, faisant un pas en avant. » Madame Higgins s'est mise devant lui, bloquant son chemin. « Au travail, Caldwell. » Madame Higgins est aboyée. « C'est bon, Madame Higgins. » Sarah a dit, levant d'une main. Elle a regardé Ethan. Elle l'a vraiment regardé. Elle a observé la combinaison grise, les cheveux en désordre, la serpillière dans sa main. « Bonjour, Ethan, » elle a dit. Son ton était le même qu'elle utilisait pour la réceptionniste. Polie, indifférente. « Tu as fait ça, » Ethan a dit, sa voix tremblante. « Tu as planifié tout ça. Le divorce, l'audit, la vente à découvert. Tu m'as détruit. » Sarah a légèrement incliné sa tête. « Je ne t'ai pas détruit, Ethan. J'ai juste retiré le filet de sécurité que tu ne savais pas, que je tenais. Tu t'es détruit toi-même. J'ai juste profité des débris. J'ai construit cette maison. » Il a crié, gesticulant autour. « J'ai acheté ces rideaux. J'ai payé pour ce sol. Et maintenant tu le nettoies, » Sarah a dit simplement. « Ça semble poétique, tu ne trouves pas? Tu m'as traité comme une servante pendant 10 ans. Tu as traité cette maison comme un hôtel. Maintenant tu peux enfin apprendre la valeur de l'entretien. » « Je n'ai rien, » Ethan a murmuré. « Jamie m'a quitté. Mes amis m'ont quitté. Je suis une blague. » Sarah s'est approchée, baissant sa voix pour que seul lui puisse entendre. « Tu as ta santé, Ethan. Tu as un travail. Et tu as appris une leçon précieuse. Ne jamais prendre le silence pour de la faiblesse. Et ne jamais sous-estimer la personne qui gère vos livres. » Elle a reculé, son expression se refroidissant instantanément. Elle s'est tournée vers Liam. « Viens, Liam, nous avons une réunion au Centre Vance dans 1 heure. Nous devons discuter des nouveaux brevets Solar Grid. »« Centre Vance ?» Ethan a demandé, confus. Liam a souri d'un air narquois. « Oh, n'as-tu pas entendu? Nous avons rebrandé Caldwell Tech. C'est Blackwood et Vance maintenant. Nous avons retiré l'ancienne enseigne hier, Amar. L'avons jetée dans la benne en fait. Peut-être que tu peux aller la repêcher si tu veux un souvenir. » Ethan a senti l'air quitter ses poumons, son héritage, son nom sur la ligne d'horizon. C'était parti. Sarah n'a pas regardé en arrière. Elle a pris le bras de Liam et ils ont marché vers l'aile d'admission, discutant de l'avenir. Un avenir qui n'avait pas de place pour Ethan Caldwell. Ethan les a regardés partir. Il se tenait seul au centre du foyer, la grande maison fourmillant de vie autour de lui. Il a regardé la serpillière dans sa main. Il a regardé la marque d'éraflure sur le sol. Une larme a coulé de son œil, chaude et humiliante. « Caldwell !» Madame Higgins a crié de l'autre côté de la pièce. « Je ne te payais pas pour rêvasser. Les salles de bain du 2e étage sont bouchées. » Ethan a pris une profonde inspiration. Il a essuyé son visage avec sa main rugueuse et gercée. « Oui, madame. » Il a dit doucement. Il a ramassé le seau. La roue a couiné alors qu'il la poussait vers les escaliers, le son résonnant comme un battement de cœur mourant dans la maison qu'il possédait. Il a commencé à monter, une marche à la fois, dans les ombres. Et c'est la fin tragique et satisfaisante d'Ethan Caldwell. Il est passé de l'appartement terrasse au placard du concierge, parce qu'il a fait une erreur fatale.
Il pensait que sa femme n'était qu'un personnage d'arrière-plan dans sa vie. Il n'a pas réalisé qu'elle était la directrice, la productrice et l'écrivaine de toute son histoire de succès. C'est une leçon brutale, n'est-ce pas? Tromper n'est pas juste à propos de briser un cœur, c'est à propos de briser la confiance avec la seule personne qui connaît tous vos secrets. Sarah n'a pas juste obtenu vengeance, elle a obtenu justice. Elle a pris la douleur de la trahison et l'a transformée dans un empire, laissant Ethan nettoyer le désordre. Littéralement. Que pensez-vous? La punition de Sarah était-elle trop dure ou Ethan a-t-il obtenu exactement ce qu'il méritait? Je veux entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je lis chaque seul. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance ultime, s'il vous plaît, écrasez ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et frappez la cloche de notification pour que vous ne manquiez jamais une histoire. Nous avons une histoire folle à venir la semaine prochaine à propos d'un gagnant à la loterie qui a caché son ticket à sa famille avide. Vous ne voudrez pas le manquer. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, soyez prudents qui vous trahissez.